Alors, bonjour à tous. Je suis avec mon bon ami Thierry Pasquier. Thierry qui m'a annoncé il y a quelques jours qu'il avait reçu un diagnostic de fin de vie, un cancer de pharynx et le médecin lui a annoncé qu'il restait 6 à 9 mois à vivre. Alors, ça a été un choc pour moi, mais encore plus pour lui. Et merci Thierry de nous recevoir pour parler de ton expérience de vie. Et aujourd'hui, la vidéo que j'aimerais faire avec toi, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui vivent à leur façon une fin de vie, un cancer ou une autre maladie ou qui sont en phase terminale, aux soins palliatifs ou qui savent que bientôt ils vont arriver là, un peu comme toi. Toi, tu es autonome encore, tu peux parler, tu manges quand même, tu vas nous en Ouais. parler relativement à ce que tu veux, mais encore ça s'en vient en se dégradant. Tu peux parler, en tout cas, tu as une certaine autonomie. Et ben là, moi, ce qui m'intéresse pour ceux qui nous écoutent, à partir du moment où tu as eu la nouvelle il y a 1 ou 2 semaines, qu'est-ce que ça a changé? En fait, on pourrait nommer le titre de cette vidéo, le thème, Ma vie de tous les jours avant de mourir. Donc, ma vie de tous les jours ou ta vie de tous les jours avant de mourir, ça ressemble à quoi maintenant comparativement à tous les projets que tu avais avant, le diagnostic, puis maintenant, est-ce que tu as arrêté de vivre? Est-ce que tu as arrêté d'avoir des projets? Est-ce que tu as arrêté de manger? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu prends ça? Ben, comment je prends ça, en fait? Tu disais que c'était un choc pour toi de l'apprendre et un choc plus grand pour moi. Pas sûr, j'ai l'impression que le choc était plus grand pour toi que pour moi. Je ris, bon, quand je l'ai appris, ça a été de faire parler le médecin sur les possibilités, qu'est-ce que c'était. Et puis après, ce qui arrive dans la vie, ça arrive. Donc, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Il m'a donné ce verdict-là. Maintenant, comment je choisis de réagir à ce qui arrive, c'est ma, c'est mon plein pouvoir à moi. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il l'a pas donné aux animaux qui suivent leur instinct, et il l'a pas donné aux anges. Si on croit aux anges qui suivent les voies de Dieu, nous, on a le pouvoir de choisir. On a un total pouvoir. Les événements, non. Il y a des bons événements, on est heureux. Il y a des moins bons événements, on peut être aussi heureux ou en tout cas les digérer de façon raisonnable. Donc, est-ce que ça n'a pas été, ben, ça a été un choc, dans le sens que j'étais persuadé que j'allais vivre 120 ans, et c'était angoissant pour moi, à savoir, parce que tu perds quand même de la mobilité et puis tout ça en vieillissant. Donc je pense que j'avais trouvé ça long, c'est pour ça que j'avais décidé de faire mon cours de camionnage pour devenir conducteur de gros camions jusqu'au Midwest américain, là, pour occuper ma retraite. Une semaine sur deux, pas forcé, là, et l'autre semaine, faire de l'accompagnement aux personnes en fin de vie. C'était ça le plan. C'est sûr que le verdict, j'ai continué comme je faisais à finir mon cours de camionnage. Il te restait peut-être un cours à refaire ou quelque chose Ben, comme il ça. me restait, en fait, parce que le verdict a commencé de début mai, quasiment. Il me restait quand même un certain nombre de cours. Donc, mais avant d'avoir fait les analyses, on te dit, on pense que c'est ça, mais il faut faire une échographie, il faut faire un scanner, il faut faire une biopsie, le temps que tous les résultats arrivent. J'ai continué exactement, bah, je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Ouais. J'ai continué à faire mon cours. Je sentais bien que j'avais moins d'énergie, que j'avais un peu de difficulté, mais ça allait jusqu'à ce que le verdict final tombe. Bon, et là, comme je l'ai dit dans une autre capsule, j'ai complété mon cours quand même, mais je ne fais pas le stage de 15 jours que j'aurais dû faire dans une entreprise parce que bah, je pourrais pas travailler dans l'entreprise après. Alors, après ça, ben oui, même pendant ce mois de mai, avant le verdict, j'ai dû commencer à adapter ma nourriture. Je faisais moi-même mon pain bio complet, solide et dense, Croquant. croquant, avec des raisins secs dedans. Là, ça passe plus, ça racle la gorge. Donc, j'ai acheté du pain pomme, là, que tu peux presser ça, il reste plus que Moelleux. ça, très moelleux. Je mets de la compote de pommes dessus, qui le rend encore plus moelleux. J'ai arrêté les noix, ces affaires-là. Bon, j'adapte. Je me fais un grand plaisir. Il faut trouver d'autres plaisirs. Avec les crèmes glacées, les sorbets et ces affaires-là. Alors là, j'en ai dans le frigo
Dès que j'ai un peu mal davantage, plutôt que de prendre un autre Tylenol ultra fort, je prends du sorbet. C'est ça. Sinon, Est-ce que tu dors plus? Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Est-ce que tu fais des sorties? Qu'est-ce que tu fais? c'est intéressant le sommeil. Je me couche toujours vers 10 heures. Maintenant, quand même, ce qui est nouveau dans ma vie, savoir que comme pharmacien, je suis pas très bon. J'ai jamais pris de médicament de ma vie. Je prenais un Tylenol tous les ans ou tous les 2 ans. Si à 2 heures du matin, j'avais mal à la tête encore de la journée qui venait de passer, c'était rare. T'as fait tes études de Hein, pharmacien en en France? France, c'est ça. Ouais. Euh, Là maintenant, depuis un peu avant le 3 juin, je prends un Tylenol et maintenant 2 Tylenol ultra forts, comme ça a été prescrit, à 10 heures le soir, parce que sinon je m'endormais pas avant 2 heures le matin, et j'étais de toute façon obligé de prendre un Tylenol. Je crois que la douleur, c'est de la douleur. On pourrait parler de la différence entre la douleur physique et la souffrance psychologique. Là, c'est une douleur qui n'est pas comme un coup de couteau. C'est une douleur, comment on appelle ça, chronique, si on peut dire. Mais ça fait assez mal que tu es conscient quand tu t'endors, puis là tu descends dans le sommeil, puis là il y a une espèce de pique dans l'oreille comme une otite là ou une angine. Alors là ça te ressort de ton sommeil, ce qui fait que je prends ces Tylenol, mais sinon je me couche vers 10 heures, je me réveille à 7. Euh, la nuit, je me réveille relativement joyeux. Ben, quand je dis relativement, je pourrais bien me dire joyeux. Donc il doit se passer des choses la nuit dont j'ai pas encore conscience, peut-être qu'on fera des capsules plus loin, mais il doit se passer des choses la nuit qui sont joyeuses parce que je me sens pas déprimé le matin en me réveillant de nouveau dans cet enfer terrestre sur le corps avec ce bobo dans le cou. As-tu des amis, des gens? Est-ce que tu es tout seul chez toi? Est-ce que tu vas visiter des gens? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, comme tu le sais, j'ai fini mon livre Fabuleuse au-delà. Malgré que tu savais ce résultat-là, Oui, t'as dit, ah, on s'est parlé au téléphone, tu m'as annoncé ça, là, moi, j'étais tout ébranlé. Puis voilà. j'ai dit, ah, ben là, je vais avoir le temps de finir mon livre, je vais avoir le temps de corriger l'autre livre, je vais avoir le temps de peut-être l'envoyer en édition. Ben, je me suis demandé, j'ai dit, pourquoi tu fais tout ça? Ben, il dit, il sait qu'il va. Donc, parle-nous-en. En fait, j'ai continué parce que ça me semblait, contrairement à Camionneur, qui était plus pour prolonger ma vie active et me faire du plaisir en conduisant ces gros camions, mais aussi du stress, parce que comme disaient les professeurs, c'est pas une agence de tourisme dans laquelle on vous engage, c'est du camionnage, donc il y a des délais, enfin Oh, bref, oui. c'est stressant. Par contre, finir ce livre que je travaille depuis 7 ans sur le transfert de conscience à la mort et l'au-delà, ça me semblait plus judicieux que jamais de le finir. Et maintenant que je vis au moins l'approche de façon consciente de l'intérieur, donc ça s'est fait assez bien. J'ai 3 personnes de l'Albatros qui ont corrigé, qui l'ont relu pour donner leur avis dessus. J'ai fait ces corrections et je l'ai envoyé à l'éditeur. Donc maintenant, c'est entre les mains des éditeurs. Mentionnons que l'Albatros est un organisme qui Oui, accompagne les gens en fin de vie. exact, exact. Alors, donc, tu es en contact avec eux parce que tu fais de l'accompagnement en fin de vie. Aussi, oui, Tu es en j'ai contact avec eux. commencé, ça a mis longtemps parce que le camionnage me ralentissait un petit peu, mais j'ai commencé à faire de l'accompagnement en fin de vie avec un bel organisme qui s'appelle l'Envolée à Magog. OK. Alors, Puis, quand tu as appris que tu avais toi-même ce diagnostic de fin de vie, donc là, tu vas indirectement là, proposer à Albatros de corriger le livre parce que tu es en train de le travailler pour le terminer. c'est ça. Donc ça a été corrigé, terminé. Et puis là, puisque tu parles de ça, il y a des cadeaux partout. Hein, quand on est ouvert et qu'on reste ouvert. Bon, je sais que je vais dépérir un peu plus au niveau physique. On va pas rentrer Ouais. dans les détails, mais je pourrais finir certainement à la maison des soins palliatifs de Ah, l'Aube Lumière à Sherbrooke. OK. Et là, une bénévole avec qui j'étais aussi à l'hôpital de Magog m'a dit, mais pourquoi tu viens pas finir avec nous ici? Tu connais déjà le service, etc. Donc j'ai dit, je sais pas, je pense que c'est comme les écoles primaires, on doit aller dans les centres de fin de vie, là où on habite. Mais tu peux Elle choisir. me dit, non, tu peux choisir, surtout que ça va te rapprocher de ta famille davantage, donc why not? Alors, finalement, je suis déjà, Inscrit. pas inscrit, mais je suis déjà dans l'établissement en train d'accompagner des personnes OK. en fin de vie. Et je connais les lieux, les endroits. C'est des endroits
pas des mouroirs du tout, hein. Mon père appelait ça des mouroirs. Maintenant, c'est extraordinaire. Ah non, non, C'est des endroits où les gens ont une chambre complète. Ils ont des soins. ils peuvent recevoir leur famille, leurs amis, leurs proches. Ils sont avec des infirmiers et des infirmières qui sont hyper dévoués Ouais, ouais, et qui devraient être comme tous les infirmiers et les infirmières, qui sont pas stressés parce qu'ils sont pas surchargés de travail. Ils ont une charge de travail normale comme n'importe qui, mais il n'y a pas 50 lits. Je pense qu'aux soins palliatifs, il y a eu 8 lits. c'est le Hilton ou le Cadillac là C'est ça. c'est très bien. Et c'est un privilège au Québec. C'est un Hein. privilège. J'ai appris qu'on n'a pas ça, il n'y a pas ça en France. On a, si j'ai bien vu, une quarantaine de maisons de soins palliatifs au Québec. Ouais. Et ça se développe de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est qu'on a fait beaucoup de choses sur la naissance. Hein, mes propres enfants à moi sont nés à la maison. C'était l'époque du docteur Le Boyer. Le bébé est une personne où on se rendait compte qu'on pouvait plus faire n'importe quoi aux enfants parce qu'ils avaient tous une conscience. Mais par contre, durant, ça fait 50 ans là de tout ça, il y a pratiquement rien à part soigner la douleur qui s'est fait pour préparer les gens à mourir. Et pour moi, c'est la deuxième expérience la plus grande de la vie après naître. Mais ça, on va pas s'écarter du sujet, là, on revient. Qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement le jour? Tu m'as dit que tu te couchais vers à peu près 9-10 heures, tu te lèves à 7 heures le matin, les déjeuners, ben tu manges des choses plus liquides ou pour parler de la d'eau. nourriture, j'ai changé parce que rendu sur la retraite, c'était important que je réduise ma nourriture parce qu'on se dépense plus comme on est avant. Donc je prenais plus de petit déjeuner, je prenais juste une tisane le matin, Okay. un repas très léger le midi et si possible le moins possible le soir. J'essayais de manger le moins possible. Mais c'était avant, alors voilà. Mais c'était avant. Mais là maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Ben ça a changé qu'ils m'ont mis sur une balance. Okay. Et puis ils m'ont dit combien vous pesez habituellement. Ben, j'aurais dit 140 livres, c'est mon poids où je suis bien, tu sais. Elle me dit ah vous êtes à 136. Je dis oh j'ai perdu 4 livres. C'est que à moins pouvoir manger parce que c'est douloureux et c'est moins plaisant, je mange moins. Donc du coup, j'ai fait travailler mon mental pour me dire, ok, il va falloir que je trouve quelque chose pour moins perdre de poids et rester quand même en forme le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai recommencé à prendre des petits déjeuners. Alors j'adorais les croques nature de je sais plus quelle marque là, Kellogg's ou autre, mais les croques nature. Ça craquette. Et ça craquette. Alors maintenant, je les noie dans le jus d'orange complètement pendant une demi-heure avant pour que ce soit tout mou. Mais je mange ça, je mange une banane. Je buvais beaucoup, mais de la tisane ou de l'eau, parce que justement, c'est pas calorique, ça donne pas plus de calories. Maintenant, j'ai remplacé ça par du lait d'amande, du beurre d'amande, etc., pour boire toutes des choses qui sont plus consistantes. Je me suis pesé ce matin, j'ai repris une livre, alors... c'est sûr, la bonne voie, là. Tout le monde veut maigrir, puis lui, il va engraisser. Donc, Et pour le restant, ben, je continue à suivre qu'est-ce qui se présente. Je suis avec toi ici parce que on s'est parlé, vidéos ensemble. etc. Tu m'as dit on va faire des vidéos, on fait des vidéos. J'ai une amie à qui je vais apprendre mon état présentement, une amie intime. Elle ne sait pas encore. Non, elle ne sait pas encore. Qui dirige le fantastique verger La Bonté sur l'île Perrot. Je lui ai dit, eh ben, je vais passer te voir samedi soir, j'ai du temps. Elle me dit, je dormirai puis je repartirai le lendemain. Elle me dit, ah ouais, super, tu pars de Sherbrooke? Je dis oui. Ah, super, tu vas repartir à Sherbrooke le lendemain? Oui. Elle me dit, est-ce que tu pourrais aller me chercher une chèvre à Sutton parce que elle a des animaux de ferme pour les jeunes. Elle me dit, une chèvre? Je lui dis, Nathalie, ça rentre pas dans ma voiture, hein, j'ai quand même une voiture normale. Elle dit, non, c'est une mini chèvre, donc c'est des petites chèvres. Prévois juste une grosse boîte pour pas qu'elle fasse ses besoins dans ta voiture, etc. Donc c'est ça. Après toi, je vais chercher une chèvre pour l'emmener au verger de l'île Perrot. Donc, c'est beau, tu as des projets, tu as des amis, tu vas visiter des gens. Des projets. Des projets, tu veux dire, on fait la vidéo ensemble. Oui. Tu es dans le mode constructif. Je continue les projets et je les adapte. Tu corriges tes livres, tu les mets en édition. Tu fais de l'accompagnement même. Tu es en fin de vie, puis tu accompagnes d'autres personnes en fin de vie. Exact. C'est que le grand privilège, peu importe qu'on croit à la vie après la mort, à la réincarnation ou pas, ou on se réincarne pas, ce qui semble certain dans toutes les traditions, c'est que l'apprentissage, il se fait sur cette terre dans un corps physique. C'est là qu'on apprend, qu'on prend conscience, qu'on développe nos qualités, qu'on essaye de corriger nos défauts.
Parce qu'une fois qu'on est parti de l'autre côté, peu importe ce qu'il y a, et il y a quelque chose, soyez sûr, sinon lisez le livre, j'ai fait 7 ans de recherche là, c'est clair que l'humanité est psychologiquement folle s'il y a rien, là, je veux dire, c'est clair. Mais de l'autre côté, on peut juste intégrer qu'est-ce qu'on a vécu sur cette terre. On peut pas faire d'autres expériences. Oui, on va peut-être rencontrer des parents ou des amis qui nous étaient chers, mais on ne peut qu'intégrer au plan émotionnel et mental ce qu'on a vraiment vécu dans ce corps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je profite de tous les instants que j'ai pour continuer cette expérience. Tu m'aurais pas appelé, je t'aurais sûrement pas appelé dans mes premiers coups de téléphone, puis tu aurais peut-être juste reçu un courriel une fois que je serais parti. Tu m'as appelé, tu étais en action, j'étais en action, j'ai dit, oh, il y a quelque chose à faire. Donc, on va laisser une vidéo pour des amis, des personnes que je connais pas, de la famille peut-être. Et quand j'écrirai des courriels à ces gens-là pour leur dire, on s'est vu il y a 5 ans, j'aurais voulu te dire que je te reconnais pour ça, ou je m'excuse d'avoir loupé telle action avec toi, etc. Mais pour finir, ben, je pourrais te laisser un petit message. Crois-moi que je vais lui laisser dans ce message-là, j'espère que tu les laisseras en ligne, je vais lui laisser les liens des vidéos que tu as fait et je pourrais partager avec ces personnes-là de cette façon-là, Ah, ben, même après avoir été mort. ah, c'est excellent. Et une autre question que j'ai pour toi, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, je pense à ceux qui ont reçu une annonce ou qui accompagnent des gens qui ont reçu une annonce comme toi de fin de vie. Tu nous as parlé de comment tu vis tous les jours, ta nourriture, tes projets, ben, les choses que tu fais tous les jours. Est-ce que ça c'est au présent, est-ce que tu appréhendes ce qui s'en vient? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que, bon, dans 3, 4 semaines, un mois, dans 2 mois, ben là, je pourrais peut-être pas parler autant. Puis là, il va falloir que je me prépare déjà. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Est-ce que tu penses déjà à ça? Ben, la mort ne me fait pas peur du tout, mais la douleur physique, définitivement. Euh, Ou la mobilité, ou non, non, j'ai parce que, passé des semaines et des semaines de méditation vipassana. ah ouais, J'ai des dizaines de milliers d'heures de méditation. J'ai passé au moins 10, je sais plus si 12 ou 14 séjours de 10 jours de méditation. ah ouais. Donc, être assis, ne rien faire, apprendre à laisser les pensées s'évaporer. Tu Euh, t'es entraîné à ça. oui, et puis c'est quelque chose qui me plaît. C'est une partie de moi-même là. OK. Il y a une partie qui a beaucoup de projets, comme tu le sais, mais il y a une autre partie qui adore ces moments-là. Donc ça me fait pas peur. De paix, puis d'intériorisation, puis De paix, d'intériorisation. La souffrance me fait peur. Donc peut-être, j'ai pas dit ça encore, mais je sais qu'en Europe, ils ont développé un instrument lorsque Michael Schumacher a eu ce grave accident de voiture, comme tu te souviens, il était brûlé partout, il a été dans le coma pendant des semaines ou des mois, ah, je vois. et ils avaient un problème. Comment tu évalues la souffrance que vit une personne quand elle n'est pas capable de parler, qu'elle est dans le coma? Et ils ont développé un outil qui est un pupillomètre vidéo, si on peut dire, où ils mesurent les vibrations ou OK. comment la pupille varie pour détecter comment la personne souffre. Et je suis pas sûr qu'ils aient ça à Sherbrooke ou à Magog. S'ils ont pas ça, j'ai fouillé dans mes économies pour en acheter un qui voit exactement pour ma fin de vie comment je fonctionnerais pour pouvoir dealer avec les médicaments. C'est que je souhaite ne pas utiliser ou utiliser le moins possible les opiacés et la morphine parce que ça te met dans des états de conscience modifiés qui sont plus ta conscience, quoi. Et je souhaite glisser vers la mort le plus doucement possible, le plus consciemment possible. Alors ça, c'est un souci. Ça, c'est un bon sujet que je voudrais pas s'étirer trop, mais je suis content que tu en parles. Euh, d'être conscient au moment de la mort, euh, de contrôler ou à vouloir essayer d'avoir le moins de douleur possible. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton opinion, toi personnelle, sans vouloir faire de publicité, de l'aide ou l'assistance à mourir? Est-ce que tu penses que toi, tu aimerais avoir ça? Présentement, avec ta condition, là, t'es pas dans un état de souffrance extrême. T'as ta propre opinion avec comment tu vis, comment tu as vécu, avec tes croyances. Est-ce que tu penses que tu peux en arriver là, toi personnellement, de demander l'assistance
ça peut changer. Mais est-ce que présentement, Il y a tu pas juste, considères ça, il y a pas, oui, mais l'assistance à mourir? il y a pas juste l'aide médicale, l'AMM, là, comme on dit, l'aide médicale à mourir. Il y a aussi toutes sortes d'autres excusez-moi, toutes sortes d'autres possibilités qui existent. Euh, les soins palliatifs ont fait énormément de progrès et euh, prendre l'aide médicale à mourir, c'est correct. J'ai rien contre. Je crois de toute façon qu'il y a une loi dans l'univers où on récolte toujours ce qu'on a semé d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faut la prendre en étant le plus éclairé possible. Donc, apprenez toutes vos informations sur comment ça se passe, qu'est-ce qui est possible. Mais c'est aussi pour ça que j'écris ce livre. Prenez toute l'information du côté intérieur de la chose. On a un temps de vie. Je pense qu'on est exactement comme les Yougours. On a une date de péremption qui est marquée ici. Et quand le Yougour il est fini, il est fini. Après ça, il se décompose, là, pas mal. Ma date de péremption, moi, elle a été fixée par les médecins à 6 à 9 mois, ou peut-être qu'ils se trompent et que dans 10 ans, je serai encore vivant, j'en sais rien, hein, j'ai pas de certitude. Mais il semble y avoir en filigrane une date de péremption qui est notée. Et comment je vais vivre ça? Ben, je vais essayer, moi, pour moi, vivre et évoluer, c'est qu'est-ce qui vit et qui évolue? C'est la conscience. Le corps, on le voit, ça passe d'un petit bébé, un ado, un adulte, un vieillard, là, mais c'est la conscience qui évolue. Et à partir du moment où la douleur va être trop forte, Présent. Occuper toute la que place. ça va occuper toute ma conscience et que je serai plus vraiment capable de communiquer, j'ai plus de parole, plus rien avec les gens, si la douleur oblitère ma conscience, alors je vais envisager d'abréger mes souffrances. Mais avant l'aide médicale à mourir, il y a ce qu'on appelle la sédation palliative, où là, et ça peut être une sédation palliative provisoire ou définitive, ou autant dire, on te met sous anesthésie profonde. Ah, OK. Comme si tu as une opération. Quand on te donne une opération, on t'anesthésie, on ne te fait pas mourir. Donc, t'es D'accord? pas conscient. Ben, t'es pas conscient. Tu n'as plus... Alors, on n'en sait rien. Ça fait partie des mystères Ah, de ce OK. que la médecine explore maintenant. Il existe une certaine conscience. Même dans le coma, on le sait bien, il y a bien des gens qui se sont fait opérer, qui étaient sous anesthésie, et qui ont fait des états de sortie du corps où ils ont vu leur opération. On a des témoignages de ce genre de gens. Donc, on sait que la conscience fonctionne. C'est juste que je serai dans un coma. Alors, je pense que je ferai des comas, c'est pas le mot provisoire, ils ont un autre mot pour ça, pas intermédiaire non plus, mais je leur dirais, ok, je souffre trop, j'écrirai, on se fera un signe, là, mettez-moi dans le coma, mais juste une journée, Pour voir. pour voir. Et puis je vais vous dire comment ça se passe après. T'sais. Et si à un moment donné ça va pas, ben ils me mettront dans un coma permanent. Et là, évidemment, le corps s'épuise, puisqu'il est pas nourri. Évidemment, on nourrit pas le corps à ce moment-là, hein. Il s'épuise. Et je partirai endormi, si on Priez peut pas dire. par des intraveineuses ou des choses. Non, tu veux pas ça. Ah, OK. Enfin, tu veux pas ça. Tu veux pas entretenir la carcasse de Ah, chair OK. qui emprisonne Donc, tu le l'être laisses mourir. qui est dedans. Tu le laisses mourir. Et dans mon cas, pour l'instant, j'ai un peu mal à la gorge. Ça se fait bien. Mais si ça devient plus gros, ils pourront faire de la radiothérapie pour réduire, pas pour me guérir, mais pour réduire la tumeur pour que ce soit plus facile. Si à un moment donné, ça devient trop douloureux d'avaler, je vais décider que j'arrête de manger. C'est souvent, paraît-il, ce que les gens qui ont ce type de cancer font. C'est tellement douloureux de manger qu'ils arrêtent de manger. Donc on meurt pas de la douleur parce qu'elle est bien soignée. On meurt pas de l'étouffement parce que là ils sont capables de te mettre un tuyau et de te faire respirer malgré le fait que la gorge se resserre de plus en plus. Mais on meurt d'épuisement, si on peut dire, parce que le corps n'est plus nourri. Ah, OK. Donc, tu as déjà t'as parlé au médecin, tu es toi-même ben, tu as fait des études Pharmacie, oui. en pharmacie. Tu es au courant de toutes ces techniques-là. Et ben, c'est surtout que je m'informe maintenant Tu que je t'informes sais encore que je plus. dois, ben, c'est un grand voyage, hein. C'est clair que c'est vraiment le plus grand voyage de ma vie. J'ai préparé plein de voyages en bateau. Ça se prépare, pendant des mois, je veux dire, préparer ça. Là, en camion, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à préparer, hein. C'est pas pour rien qu'en québécois, on dit, j'ai mon voyage, des fois, tu sais. J'ai appris à préparer un voyage en camion, préparer ton tracé, ta route. Les camions, ça passe pas n'importe où. Puis si tu te gourdes de route, t'es dans la marge, pas à peu près. Donc tu prépares vraiment ça. Alors si on prépare ce genre de voyage, imaginez comment on devrait préparer ce grand voyage-là. Donc je me prépare à ça et comme je dis, je vais peut-être leur acheter un pupillomètre pour que
pour être sûr qu'ils ont les bons outils pour m'accompagner. Il servira pour quelqu'un d'autre. Et pour les personnes, là je parle de côté médical, mais je suis magnifiquement accompagné par mon amie Caroline, chez qui je réside là. Ceci dit, si on veut faire un clin d'œil de l'univers, l'histoire d'avoir perdu mon bateau avec son mât qui pouvait sembler une catastrophe pour les gens, et j'ai dit, ok, Inch'Allah, la grâce de Dieu, si c'est ça qui arrive, c'est que j'ai ça à vivre, je l'ai pris très bien, je veux dire, pour une catastrophe comme celle-là, c'était tout mon budget de retraite qui est Ben, passé. t'avais 70 000 pratiquement Ouais, de bateau qui s'est effondré à cause d'un mât qui a cassé en voyage vers les Caraïbes. exact, et ça m'a obligé à revenir dans ce qui était mon garde-meuble, c'est-à-dire une partie du sous-sol à Caroline où il y avait toutes mes boîtes, mes meubles, etc. Parce que je préférais la payer elle pour garder mes meubles qu'un étranger dans un locker, là, tu sais. Et du coup, bah, j'ai déplié mon lit, mon bureau, et puis finalement, c'était 2022, 3, 4, 5, 6, ça fait 4 ans que je suis là. Et écoute, je suis dans un cadre merveilleux, j'ai une maison, j'ai une amie extraordinaire qui est d'une spiritualité fantastique, qui m'a accompagné, elle était avec moi quand ton téléphone est arrivé là, à l'hôpital. Il y a un spa, et j'ai pratiquement plus de choses à me débarrasser. Donc pour les gens qui partent aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire de ci? Mon testament est très simple, il va être réglé de mon vivant sûrement avec mes enfants. J'avais déjà réduit les choses, j'avais mené une vie, Simple, mes garçons disaient minimaliste avant que le mot minimaliste. existe. Oui, l'essentiel est dans le cœur et dans les relations et dans la communication. Donc oui, on a besoin d'un lieu pour vivre, on a besoin de vêtements, on a besoin d'une auto pour transporter une chèvre. Hein. Donc, euh, c'est ça, mais si je suis sur mon X dans ma vie, le passage, l'approche en tout cas que je peux vivre maintenant, se fait très bien. Les derniers moments, peut-être tu seras là, peut-être pas, je sais pas comment, dans quel état je serai, on verra. Ah ben, merci de ce beau témoignage. Est-ce que pour les gens, avant de partir, tu as un dernier mot avant de terminer la vidéo? Ben, je pourrais rappeler une statistique américaine qui avait été faite auprès de centaines de patients en fin de vie. Et l'enquête avait révélé que ce que les gens regrettaient le plus, 98 points quelque chose, je me rappelle plus le point là, mais 98% des gens regrettaient en premier des choses qu'ils n'avaient pas faites plutôt que justement quelque chose qu'ils auraient fait à quelqu'un. Alors, ce que vous avez peur de faire, ce que vous croyez qui est impossible à faire pour vous, ce que vous croyez que vous n'arriverez jamais à faire, faites-le. Parce qu'au moment où le diagnostic tombe, ou au moment où, peut-être aujourd'hui, vous allez vous faire renverser par une voiture, ou je ne sais pas, tomber du 5e étage, là, il sera plus temps de choisir que vous allez faire quelque chose, ça sera fini. Faites ce que vous pensez que votre cœur vous dit de faire. Bon, merci beaucoup, Thierry. Merci Daniel. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec Thierry, qui a pris son temps pour tout expliquer ça. Je sais que quand Et il sa parle, gorge. la gorge, il me fait des commentaires, là, c'est un peu souffrant, là. Mais, mis à part, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça va servir à quelqu'un. Puis, suivez-nous, là, pour peut-être d'autres capsules qu'on va faire avec lui, là, dans les prochaines semaines. Bonjour. Merci.